Lorsque l'on parle de pass sanitaire, la plupart des gens pensent à la vaccination en cette période de pandémie Covid-19. Au moment où la plupart des pays sont en processus d'imposition, c'est le temps de se poser la question sur justement quel effet cette nouvelle réalité a sur nos rapports entre individus, entre sociétés, entre pays, mais aussi dans nos entreprises. Pour répondre à la question, nous avons deux experts sur le plateau. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Dr Ibrahima Khaliloulaye Dia. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Merci d'être là. Donc docteur, vous êtes coordinateur de la cellule e-santé. Je confirme. Et vous opérez dans le cadre aussi de la pandémie Covid-19. Voilà, nous apportons notre contribution dans la lutte contre la Covid-19 et la vaccination. Parfait, parfait. Et monsieur Alioune Fall, bonjour monsieur Fall. Bonjour. Vous êtes inspecteur du travail, c'est ça, et vous êtes aussi chef de division. Oui, en même temps chef de la division des négociations et des relations professionnelles au ministère du Travail. Parfait, beaucoup de choses à dire par rapport à la pandémie Covid-19 dans ce cadre. Nous entrons justement dans le vif du sujet, Dr Dia, en vous posant cette première question. On entend ce terme beaucoup depuis quelques mois, le terme de pass sanitaire, mais si on devait y attribuer une définition simple et concrète, ce serait laquelle? Alors, donc, merci pour votre invitation. Les pays sont en train de s'organiser pour pouvoir gérer aussi bien la maladie, mais également relancer l'économie. Ce qui fait qu'il faut trouver des solutions, c'est ça qui a justifié la vaccination. Alors, quand quelqu'un est vacciné, on lui remet un carton de vaccination ici au Sénégal. Ce carton-là a des informations d'identification et de vaccination. Mais ce carton ne peut pas voyager. Parce qu'au niveau international, les pays utilisent ce qu'on appelle le QR code dans les documents. Parce que le QR code rend beaucoup plus fiable l'information. Donc au Sénégal, nous prenons ce carton de vaccination et nous l'utilisons pour faire ce qu'on appelle le certificat de vaccination. Si vous voulez, le certificat électronique de vaccination. Donc ce certificat-là est utilisé maintenant par des pays comme pass sanitaire. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si je fais un certificat à M. Alioune Fall, le certificat, il l'a. S'il ne voyage pas, ça reste certificat au Sénégal. Mais s'il doit aller en France, ça devient passe. Parce que ça lui permet d'avoir le visa, ça lui permet d'embarquer, ça lui permet d'aller en France et de circuler comme il veut. Maintenant, notre certificat, nous, au Sénégal, donc c'est un document PDF, un document Word PDF, avec en tête donc le logo du Sénégal, drapeau du Sénégal, le logo du ministère de la Santé. Et il y a deux parties. La première partie, c'est la partie identification de la personne. Donc c'est là où nous avons nom, prénom, date de naissance, adresse. C'est là aussi nous avons le QR code avec son format alphanumérique, donc en chiffres, SEN, quelques chiffres. Et ensuite vous avez le logo ou bien l'image 2D du QR code qu'on peut flasher avec un téléphone. Vous pouvez scanner cette image-là et quand vous scannez, il y a votre code qui sort. Si ce code qui sort, qui vient du système, qui vient de notre plateforme sort, il doit être conforme avec le code qu'on a mis sur le certificat de vaccination. C'est ça qui prouve que le certificat il est bon. Donc ça c'est la première. La deuxième partie maintenant, c'est la partie où nous avons les données de vaccination. Donc là vous avez, on va mettre type de vaccin, première dose jour tel, type de vaccin, deuxième dose jour tel. Maintenant, en introduction au niveau de ce certificat, il y a une ligne où nous disons Michel tel, numéro tel, a bien pris ces deux doses du vaccin tel. Donc on l'affirme. Et à la fin, on fait une autre phrase aussi pour certifier, pour dire que c'est en foi de quoi nous délivrons ce certificat. Donc ce certificat que nous faisons en format PDF, maintenant, ce certificat-là est demandé par les pays. Par exemple, la France demande ça, tous les pays pratiquement demandent ça. Maintenant, une fois qu'un pays le demande, automatiquement, il passe pass sanitaire, il devient un pass sanitaire. Voilà. Donc, vous voyez que le certificat que nous avons, il est certificat, mais dès l'instant qu'on vous l'exige,
c'est devenu ça devient un pass sanitaire. Voilà. D'accord, une explication assez complète. On va y revenir d'ailleurs par rapport à cela. Monsieur Fall, j'ai envie de vous poser la question à savoir comment est-ce que la pandémie Covid-19 a-t-elle impacté les rapports et la dynamique en fait des entreprises d'une manière générale ici au Sénégal? Voilà, je vous remercie de votre invitation. Je voudrais le dire tout de suite, la pandémie a quand même eu un impact considérable dans les entreprises. Naturellement, quand on demande aux citoyens d'éviter les rassemblements, de limiter les déplacements, il va de soi que cela va quand même avoir des conséquences assez néfastes sur le plan économique. Vous vous êtes rendu compte que durant les premiers jours de la vaccination, le président de la République a pris un ensemble de mesures pour déjà interdire les licenciements, inciter les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise à discuter davantage et à trouver des mesures qui peuvent non seulement sauvegarder la survie de l'entreprise, mais qui peuvent aussi permettre les travailleurs de continuer à percevoir leurs revenus. Cela veut dire que les conséquences économiques étaient évidentes et qu'il fallait prendre des mesures sur ça. Alors, aujourd'hui, on peut prendre certains secteurs. Si on évite les rassemblements, cela veut dire qu'il n'y aura plus de réunions, plus de séminaires, plus d'ateliers. Le secteur hôtelier va le ressentir. Quand on va limiter les déplacements, cela veut dire qu'il n'y aura plus de clients dans les bus, dans les cars, dans les taxis. Le secteur du transport va le ressentir. S'il y a un couvre-feu, cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent plus se déplacer pour aller à leur poste de travail. Ces secteurs-là seront aussi impactés. Donc, il y a beaucoup d'efforts consentis par le gouvernement pour soulager les populations, que ce soit la population active ou pas. Mais encore, toutes les mesures qui ont été prises pour limiter la propagation du virus ont été des mesures qui ont quand même posé des difficultés dans les entreprises. Alors, c'est pourquoi, quand il y a eu la deuxième vague, après la troisième vague, on s'est interrogé sur quelles mesures il faut prendre. Maintenant, les mesures qu'il faut prendre et comment il faut les articuler de sorte que, sur le plan économique, cela ne se ressente pas comme cela a été le cas durant la première vague. On est aujourd'hui avec la Delta qui vient, une nouvelle vague. On est dans une situation où on ne sait pas comment il faut engager le problème. Heureusement qu'il y a une solution de vaccination qui coexiste avec les autres qui étaient là, comme les gestes barrières à appliquer, comme également le fait d'éviter les rassemblements, le fait de limiter les déplacements, et ainsi de suite. Tout cela pour dire que l'activité économique fonctionne avec les déplacements, les rassemblements et tellement de choses. Finalement, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est de savoir comment il faut se positionner face à ce virus. On a tenté énormément de solutions, mais il faut dire qu'à chaque fois, il faut avoir les bonnes articulations pour que l'activité économique puisse continuer et pour que les entreprises puissent souffler et que les travailleurs puissent conserver leurs revenus intacts. Oui, les entreprises ont besoin de souffler, c'est clair. Vous avez parlé de mesures qui ont été interdites. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que d'une manière générale ça a été respecté? Par exemple, le fait de ne pas licencier pendant la pandémie, est-ce qu'on peut dire que cette mesure-là a été respectée par les entreprises? On peut dire que globalement, ça a été respecté par les entreprises. Parce que comme toute mesure, quand on pose une loi, il y a un ensemble de mécanismes qui incitent à respecter cette loi. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on dit que tous les licenciements qui ne sont pas motivés par une faute lourde du travailleur, ces licenciements sont interdits. Quand un employeur ne respecte pas la loi, un travailleur qui sent que ses droits sont bafoués peut aller devant l'inspecteur du travail, peut aller devant le juge du travail pour se plaindre. Et cet employeur qui ne respecte pas cette disposition encourt des sanctions. Donc c'est ça le mécanisme qui est mis en place pour toutes les lois. Donc on ne peut pas prétendre violer la loi sans encourir des sanctions derrière. Mais après, on a fait quand même une évaluation de cette ordonnance-là. On s'est rendu compte qu'à part quelques postes de résistance, globalement,
ces mesures ont été respectées. Globalement, d'accord, parfait. Il y a toujours des exceptions, mais globalement, on peut retenir que ça a été respecté. Docteur Dia, j'aimerais revenir vers le pass sanitaire et sa définition. Il est axé principalement sur la vaccination, mais est-ce que pour certains pays, le pass sanitaire peut aussi comprendre le test PCR? C'est-à-dire, on dit, vous devez présenter un pass sanitaire. Si ce n'est la vaccination, il faut que ce soit un PCR, un test PCR qui montre que vous êtes négatif, qui est de moins de 72 heures ou de moins de 48 heures, etc. Est-ce que ça aussi, ça inclut dans ce pass sanitaire? Oui, je pense qu'il faut profiter de cette occasion pour faire des précisions sur la relation entre le test PCR négatif et le certificat de vaccination. Oui. Beaucoup de pays demandent toujours le test PCR négatif. Voilà, il y a même des pays qui demandent les deux. Par exemple, la France demande un test PCR négatif et un certificat de vaccination. Ça, c'est pour les pays qui sont dans la catégorie orange. Parce que la France a une carte avec des pays en rouge, des pays en orange et des pays en couleur verte. Alors nous, nous sommes dans la deuxième catégorie, donc pays orange. Donc pour ces pays-là, il est demandé de présenter un certificat de vaccination, mais également un test PCR négatif. Donc pour un Sénégalais aujourd'hui qui doit aller en France, il a besoin des 2 doses de vaccin et du test PCR négatif. Pas forcément des 2 doses, ça dépend de quel vaccin vous avez pris. Oui. Si vous avez pris Johnson, c'est juste la seule dose suffit. Maintenant, il y a d'autres pays quand même qui se suffisent du certificat de vaccination. C'est le cas du Maroc. Maintenant, pour y aller, vous n'avez pas besoin de faire un test PCR. Il faut juste présenter le certificat de vaccination. Et c'est très important de faire attention. Je pense que pour les voyageurs, il faut d'abord qu'ils vérifient auprès des ambassades les règles concernant l'immigration. Je pense que c'est très important de vérifier, de voir qu'est-ce qui est exigé, qu'est-ce qui n'est pas exigé. Parce qu'on a peur qu'il y ait des gens se déplacent à l'aéroport, il se trouve que voilà, ils comptent juste sur le certificat de vaccination, alors on demande un test PCR et ça peut créer des désagréments. Donc il faut vraiment s'informer sur les règles d'immigration de ces pays-là. Pour le test PCR, non, pour le certificat de vaccination, il faut l'avoir, même si on ne le demande pas. Aujourd'hui, on a des Sénégalais qui sont bloqués en France, ils ne peuvent pas sortir parce qu'on leur demande tout le temps le pass sanitaire. Ils sont partis au moment où il n'y avait pas le pass sanitaire. Oui. Donc ils sont partis avec le carton de vaccination. Oui. Maintenant qu'il y a le pass, ils ne peuvent même pas aller à la pharmacie. Donc ils sont obligés d'appeler ici, d'insister pour qu'on leur fasse le certificat de vaccination. Avant d'entrer dans l'émission, il y a quelqu'un qui est en Italie. En Italie, on parle de Green Pass. Même chose. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent même pas travailler parce qu'on leur demande le certificat de vaccination. Wow. Donc il faut l'avoir. Même si on ne vous demande pas à l'aéroport, parce qu'on ne sait jamais quoi. Voilà. Wow. Ça change toute la donne en fait, et ça change beaucoup de choses par rapport aux relations entre pays. On y reviendra tout à l'heure. Pour ce qui est des entreprises, Monsieur Fall, et la vaccination, bon, on l'a vu, hein, l'épisode il y a quelques semaines, quand 2 entreprises de la place, dont la Sénélec et Baobab, ont voulu imposer à leurs employés la vaccination, et le ministre du Travail a fait une déclaration pour dire que c'était hors de la loi et que ce n'était pas légitime ni légal en tout ce qui concerne le droit du travail ici au Sénégal, etc. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous donner des précisions par rapport à cela et nous expliquer un peu pourquoi? D'accord. Je pense qu'à l'entame de ses propos, le docteur a présenté le pass sanitaire comme étant une décision politique. Oui. Alors, on peut le présenter globalement. Si on le présente au niveau planétaire, on peut sérier certains pays dans lesquels il y a un pass sanitaire ou pas. Actuellement, au Sénégal, on peut dire qu'il n'y a pas de pass sanitaire. Il n'y a aucune disposition légale ou réglementaire qui exige la présentation d'un document pour certifier que vous vous êtes fait vacciner. Donc ça, c'est la première question qu'il faut régler. Alors, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez un ensemble de droits et d'obligations, que vous soyez employeur ou que vous soyez travailleur. Il y a le droit de négocier, ce que vous entendez autour d'un contrat avec un travailleur. Il y a le droit imposé. Cela veut dire qu'il y a le code du travail et il y a les autres lois et règlements qui s'appliquent à la relation de travail. On a vu qu'il y a des entreprises qui, peut-être de bonne foi, ont cru bon
de demander à ce que le travailleur montre un document qui au moins certifie que le travailleur s'est fait vacciner. D'exiger même. Voilà, le travailleur, c'est quelqu'un aussi qui a des droits. Ah oui. Et puis, il y a la rencontre de deux éléments. Il y a un aspect qui n'est pas vraiment lié au droit du travail. Il y a un qui vient s'inviter dans l'entreprise. La question qui a été posée, c'est la question de savoir. Parce que le public, c'est ce qui l'intéresse, c'est de savoir exactement ce qu'on me demande de faire. Est-ce que celui qui me le demande, il a le droit de le faire ou pas? Ouais. Et la question est répondue de manière très simple avec la note du ministre qui dit qu'au Sénégal actuellement, notre législation, il n'y a pas au sein de la législation un dispositif qui exige que ce soit test PCR négatif, carnet de vaccination, certificat de vaccination, il n'y en a pas. L'employeur, certes, il a la possibilité, il a l'obligation même de veiller à la santé, à la sécurité des autres travailleurs qui ne sont pas atteints, des autres travailleurs qui ne sont pas infectés par le virus et tout. Mais il lui manque cette disposition-là qui peut lui permettre, à raison, de demander à ce que le travailleur présente un quelconque document de cette nature-là. Donc l'employeur ne peut pas, au nom de son obligation de sauvegarder la santé et la sécurité des travailleurs, demander à ce qu'on lui présente un pass sanitaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes conscients qu'on est dans une situation compliquée où, avant le pass sanitaire, on a demandé à tout le monde, à tout citoyen, que vous soyez travailleur ou pas, de respecter les gestes barrières, d'avoir une série de comportements qui permettent de limiter la propagation du virus. Alors, de ce point de vue, on dit aux travailleurs qu'il y a un comportement citoyen qu'il faut avoir. La vaccination peut être lue comme étant un comportement citoyen. Ce qui veut dire que l'approche qu'il faut avoir en tant qu'employeur, c'est une approche de persuasion. C'est essayer de discuter avec les travailleurs. De leur dire ceci, c'est qu'aujourd'hui, pour que l'activité puisse continuer, il ne faut pas qu'on ait davantage de cas. Il faut que chacun puisse faire des efforts pour éviter la propagation du virus. Avant, on n'avait que les gestes barrières. Aujourd'hui, on a les gestes barrières, mais il y a aussi la vaccination. Ouais. Et encore que, de toutes les indications qu'on a reçues du ministère de la Santé, il n'y a pas quelque part où on peut penser, on peut interpréter que le fait de se faire vacciner vous dédouane un peu de respecter les gestes barrières. Maintenant, comme on a une autre solution en plus des gestes barrières, il faut inciter les uns et les autres à aller se faire vacciner. Et ça va se faire comment? Dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les instances de dialogue social. Il y a les délégués du personnel qui représentent les travailleurs. Il y a le comité d'hygiène et de sécurité du travail qui est dans l'entreprise. Il y a également les comités de dialogue social. L'employeur doit essayer de s'appuyer sur ces leviers-là pour inciter, pour persuader les travailleurs à adopter toute mesure qui peut permettre, en tout cas qui peut éviter la propagation du virus. C'est ce qu'il faut comprendre de la note du ministre du Travail. Maintenant, tout cela, on le dit, mais c'est après avoir précisé, comme il n'y a pas de décision politique sous-tendue par une loi votée à l'Assemblée nationale ou un décret pris par le président de la République, qui nous impose de présenter ce document-là, un employeur ne peut pas prendre la place du législateur en ce sens. Maintenant, c'est après avoir précisé cela qu'on dit que maintenant nous sommes tous conscients de cette situation et qu'il faut d'ores et déjà essayer de réfléchir, communiquer, dialoguer, essayer de voir dans quelle mesure on va mettre la main sur toutes les mesures qui nous sont proposées et qui permettent de sortir de ce problème-là. Oui, d'accord. Sans imposition, vu que pour l'instant, on ne peut pas... Sans obligation. Sans obligation. C'est des précisions très importantes, Monsieur Fall. Merci beaucoup pour ça. Docteur Dia, vous êtes donc coordinateur de la cellule e-santé. Donc, je suis dans l'obligation même de vous poser la question actuellement avec la digitalisation du système de santé. Où est-ce qu'on en est concrètement? Et on parle de riposte digitale aussi de la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors, merci beaucoup pour cette question importante aussi. Je pense que
la modernisation du système de santé a commencé depuis longtemps. On a commencé à le moderniser en renforçant les plateaux techniques. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de l'accélérer parce que nous avons tous cette opportunité d'utiliser les TIC. Dans certains pays comme en Chine, vous voyez des pères de famille, des parents qui utilisent la technologie pour renforcer l'intelligence de leurs enfants. Il y a même des réflexions aujourd'hui dans le cadre de la médecine 4.0 de mettre de la nanotechnologie dans le corps humain pour rallonger la vie. Mais nous, au Sénégal et en Afrique, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on a encore des systèmes qui fonctionnent avec du papier. On a encore des rendez-vous médicaux en présentiel. On a encore des données sur papier. Donc, c'est laborieux pour tous les pays africains. Donc, nous devons utiliser la technologie pour aller vite. Et ça, je pense que le ministère de la Santé l'a compris très tôt, parce que c'est en 2017 qu'on a créé cette cellule-là. Donc, en 2019, nous avons pu d'abord avoir une stratégie santé digitale à travers le plan stratégique 2018-2023 qui a été lancé par le ministre de la Santé, le ministre de l'économie numérique, Abdoulaye Baldé de l'époque. Par la suite, en 2020, nous avons travaillé sur le programme lui-même, parce qu'après la stratégie, il faut avoir des projets. Donc, nous avons travaillé avec le ministère de l'économie du plan, cette fois-ci, et de la coopération, dans le cadre de la maturation des projets. Donc, nous avons identifié l'ensemble de nos besoins en matière de digital. Et nous avons pu les regrouper dans 6 projets numériques majeurs. Donc, il y a le premier projet, c'est le projet dossier patient, partagé. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si vous constatez, nous avons tous, nous, des documents médicaux, chez nous ou à l'hôpital. Quand vous venez en consultation, il y a un document que l'agent de santé remplit, vous interroge et prend note. Il y a des radios que vous faites, et les analyses. Mais quand vous regardez bien, vous partez sans le document d'interrogatoire. Ce document reste sur place. Donc vous partez avec souvent les résultats. Mais ces documents-là, vous les avez dans des hôpitaux. C'est en version physique et ils ne communiquent pas. Quand vous allez en consultation, malheureusement, vous ne pouvez pas y accéder. Parce que vous ne pouvez pas appeler l'autre hôpital pour dire est-ce que tu peux donner au médecin d'aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Mais ça, on peut déjà tout de suite numériser ce qui existe et à partir de maintenant digitaliser. Ça veut dire aujourd'hui que vous avez une carte, comme la carte vitale, où vous avez toutes vos données médicales dans cette carte-là. Vous venez en consultation, c'est ça que vous amenez. Donc il y a déjà tout ce qui existait, c'est bien sécurisé. Et chaque fois que vous allez en consultation, on met les informations dedans. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous allez à Ziguinchor, celui qui te consulte pour l'ouvrir. Vous allez à Bambey, pareil, quoi. Donc vous voyez que c'est très puissant en termes de données disponibles pour vous. Et ça peut même alerter et aider. Surtout, nous voulons faire ce qu'on appelle un dossier patient analytique, pas descriptif. Parce qu'il y a deux choses. Un dossier peut être muet, je suis là, regardez-moi. Mais ça peut être un dossier intelligent qui peut déjà te dire, mais les 3 derniers rendez-vous, il avait une tension à 14-12 par exemple. Donc ça saute, ce qu'on appelle un dossier analytique, c'est-à-dire qui permet d'alerter, quoi. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est la télémédecine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déserts médicaux. Dans certaines zones, il n'y a pas de spécialistes. Mais ça aussi, on peut pallier à ça. Parce que la technologie peut permettre de connecter quelqu'un qui est à Matam, de le connecter à quelqu'un qui est à Dakar, un spécialiste, pour qu'on puisse faire la téléconsultation. Et dès même, ça a été hyper développé dans les pays européens avec la Covid-19. Le troisième projet, c'est nos hôpitaux utilisent beaucoup de papier, que ce soit le centre de santé, que ce soit l'hôpital. Mais ça, il faut qu'on ait des applications qu'on appelle ECH, donc pour pouvoir mieux gérer l'hôpital. Donc, par exemple, aujourd'hui, le nombre de lits qui est à la Bienvenue, on ne sait pas. Le nombre d'analyses fait dans la journée, on ne le connaît pas. Il va falloir prendre, dépouiller, calculer. Donc, c'est pourquoi on a ce projet ECH. Les médicaments. Beaucoup de problèmes avec les fraudes. Ça, tout le monde sait également. Surtout ce qu'on appelle chez nous les AMM. Et même la planification des besoins. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux acheter ici, dans la pharmacie, une boîte de paracétamol. Voilà, mais ce n'est pas défalqué automatiquement dans les stocks de la zone, un peu au niveau national. Alors que ça peut être le cas. C'est pourquoi on a le projet système d'innovation du médicament.
Vous avez aussi, sur le plan de la cartographie, parce que c'est très important d'avoir un projet sur le SIG. Le SIG, c'est quoi? C'est qu'il faut spatialiser la santé. C'est très important. À chaque fois que même quelqu'un vous consulte, n'importe où, on doit pouvoir savoir c'était où. Voyez un peu, hein? Et puis surtout, tout ce que les gens doivent savoir sur nous, qu'ils puissent le savoir aussi. Où se trouvent les structures de santé, où se trouvent les nouveaux hôpitaux à venir. Tout ça, on doit pouvoir le mettre en ligne. Et vous avez le 6e projet, ce qu'on appelle les données communautaires, les données des cases de santé. On a plus de 2000 cases de santé, 2200 cases de santé. Parce que dans la case sanitaire, il y a ce qu'on appelle les hôpitaux, les centres de santé, les postes de santé, et vous avez les cases qui sont dans les villages généralement et qui aident beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès aux postes de santé. Et ces cases-là, il y en a 2200. Il y a beaucoup d'activités, mais également, ce n'est pas répertorié. Donc ça, ce sont les 6 projets numériques qui sont dans le programme DigiSanté et qui a fait que aujourd'hui, nous avons tout le système administratif qui est avec nous. Parce que le chef de l'État en parle, le ministre des Finances en parle, le ministre de l'économie du plan en parle, le ministre de l'économie numérique en parle. Donc aujourd'hui, nous avons même pris ce programme-là, qu'on a transposé maintenant à ce que nous appelons Système national e-santé. Parce que toujours, il faut transposer. Vous avez transposé la vision en projet, il faut maintenant transposer les projets en système informatique. Donc ça aussi, on l'a fait avec le Système national e-santé, qui a été réévalué aujourd'hui à 33 milliards. Et nous sommes en négociation avec le ministère de l'économie, du plan, le ministère des Finances, pour pouvoir commencer à mettre en œuvre. Donc, pour vous montrer un peu quand même que l'ambition est là, mais malgré tout ça, on a déjà commencé à travailler. Hein? Oui, oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait une éducation numérique, toute une éducation numérique? Parce que les projets sont là, vous parlez de connecter par exemple le patient qui est à Matam et celui qui est, et le médecin qui est à Dakar, etc. Mais il faudrait-il que le patient à Matam déjà ait accès à l'ordinateur et la compréhension numérique qu'il faut pour pouvoir se connecter avec le médecin ici et aussi cette éducation numérique pour pouvoir, je ne sais pas moi, ces médicaments, etc., tout ce dont vous parlez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un blocage aussi à ce niveau-là? Ce n'est pas un blocage, mais c'est plutôt un challenge. Aujourd'hui, il y a 2 problèmes. La fracture numérique, il y a des zones blanches où, par exemple, il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a même pas de réseau de téléphone. Oui. Il y a également le problème de l'éducation, comme vous avez si bien dit, numérique, parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas. Mais globalement, quand même, si vous regardez bien, il y a même des illettrés qui ont des téléphones avec WhatsApp. Donc ça veut dire que nous pouvons suffisamment atteindre 80 ou 70% des Sénégalais avec ce que nous allons faire. Maintenant, le problème qui se pose, c'est ce qu'on appelle les modèles économiques, parce qu'il y a un coût à ça. Donc déjà, quand on dit télémédecine, ok, le malade qui devait quitter Ziguinchor pour venir devait prendre soit l'avion ou payer le transport, d'accord? Alors, il ne le fait pas, il reste, on le consulte à distance. Il gagne, certes, mais comment réguler sur le plan financier? L'hôpital qui devait recevoir le malade, il y a un manque à gagner. Vous confirmez ça? Parce que, regardez bien, quelqu'un qui devait venir payer le ticket, voir le médecin et partir, maintenant, ce n'est plus le cas. Il reste à Ziguinchor, il paye peut-être à ce niveau-là, il paye combien? On ne sait pas encore, il va falloir qu'on discute. Et celui qui lit, ou bien qui le consulte à distance, il est où? S'il est dans l'hôpital, est-ce qu'on le paye comme privé ou on paye l'hôpital? Et si on paye aussi, est-ce qu'on paye le même prix que le patient aurait dû payer s'il était en présentiel? Donc il y a cette question fondamentale d'éducation. D'ailleurs même, on a 2 projets qui sont en cours et qui nous ont permis de voir ce problème. On a un projet de télérétinopathie diabétique qui est déjà fonctionnel. Comme vous savez, les diabétiques, ils développent souvent un problème au niveau de la rétine. Alors, ils peuvent avoir ce problème pendant des années, le traîner, sans pourtant savoir qu'ils ont ce problème. Donc, nous avons dit, comme il n'y a pas beaucoup d'ophtalmologues, on va équiper des centres de santé d'un équipement qu'on appelle rétinographe. Ouais. Vous voyez pas, ça permet de prendre le fond d'œil. Alors, dans n'importe quel lieu, on peut mettre ça. Alors, ce qui se passe, c'est que quand le malade vient, on lui explique le projet, s'il veut, on lui prend le fond d'œil, et on envoie ça dans un système de télémédecine. Et il y a des ophtalmologues qui sont derrière, qui lisent maintenant ça. Et qui analysent et qui font un retour au niveau du centre de santé pour dire que nous avons reçu aujourd'hui 4, en tout cas, patients à distance
avec leur fonds d'œil et nous avons vu que pour l'un, il y a des problèmes. Donc il faut déjà l'orienter. Donc vous avez aussi le projet qu'on appelle e-vaccin, mais ça déjà on en a parlé, c'est le pass, mais surtout le projet de télé-évacuation sanitaire. Aujourd'hui, quand vous évacuez, vous devez remplir un formulaire pour dire que j'évacue cette passe, il s'appelle tel, ou à la clinique, vous mettez, vous signez et vous donnez à l'ambulancier. Mais ça a été dématérialisé en phase pilote au niveau de Matam. Ainsi, quand le poste de santé remplit, valide automatiquement, le médecin qui attend le patient est informé. Donc, il faut déjà prendre les dispositions. Parfait. Des défis en tout cas à relever, des défis intéressants. Monsieur Fall, j'aimerais revenir justement sur la vaccination au sein des entreprises. On a parlé de l'imposition qui n'est pas possible, en tout cas pour l'instant ici au Sénégal. Qu'est-ce qu'il en est selon vous de la stigmatisation qu'il peut y avoir de ceux qui sont vaccinés et non vaccinés au sein même des entreprises? Est-ce que la loi du travail, le droit du travail a son mot à dire là-dessus? Parce que des employés qui ne sont pas vaccinés, par exemple, pourraient être stigmatisés ou relayés au second plan, par exemple, au profit d'autres qui ont eu le vaccin. Et c'est souvent assez pratique, hein. Et il n'y a vraiment pas de loi qui les protège par rapport à ça, vu que ça se passe un peu sur le terrain, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, déjà quand vous dites que les travailleurs, il faut qu'ils vous présentent un document qui atteste qu'ils sont vaccinés, vous êtes en train d'opérer une catégorisation de travailleurs vaccinés et de travailleurs non vaccinés. On a vu d'autres notes, j'en ai vu dans une autre entreprise de la place, où on dit que voilà, on n'impose à personne de présenter un document qui atteste qu'il s'est fait vacciner. Mais ce que nous voudrions, c'est que nous voulons que les travailleurs qui se sont déjà vaccinés, nous voulons opérer une sorte de listing des travailleurs qui sont déjà vaccinés. À quelle fin? Dans la même veine, vous êtes en train de catégoriser ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Et même quand vous collectez des données, il faut qu'on sache exactement ces données que vous collectez là. Vous allez les utiliser à quelle fin? Et comme les rapports, les relations de travail sont assez complexes et assez subtiles, on ne peut pas savoir dans le fond, même si la personne vous affiche comme ça toute sa bonne foi, dans le fond, vous ne savez pas quelle utilisation sera faite. C'est ça, par exemple, parce que moi j'imagine avoir ces données-là et décider, par exemple, s'il y a une mission, de regarder plus les travailleurs vaccinés, de les envoyer en mission, ou bien ce genre d'avantages, de désavantages. C'est qu'aujourd'hui, on est dans le cadre de la santé. Il y a Covid-19, mais il y a le VIH-Sida. Il y a d'autres éléments, Aujourd'hui, est-ce que vous allez prendre certaines mesures, certaines décisions qui intéressent la carrière du travailleur en fonction de son état de santé, en fonction, en fait, en essayant de voir, oui, lui, il a le virus, d'autres ne l'a pas. Est-ce que vous allez essayer de dire que oui, vous êtes pas fait vacciner, allez en télétravail, l'autre, il peut rester en présentiel. C'est ces éléments-là qui ne sont pas encore clairs dans nos têtes, en tout cas, concernant le télétravail, on a juste qu'un début d'application, mais on ne sait pas quel travailleur doit aller en télétravail et quel autre travailleur doit rester en présentiel. Dans tout cela, aujourd'hui, il faut éviter la stigmatisation. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé au début de la pandémie, c'est qu'il y a des gens qui étaient malades, mais qui ne se déclarent pas. Par exemple. Pourquoi? Parce que cette catégorisation ne met pas le travailleur dans un confort, dans une sorte de confiance pour que ce dernier puisse se dire, écoutez, finalement c'est rien, je suis malade, il faut que je l'accepte pour me faire soigner. Il sera là à se cacher, il ne va pas vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et ça me sert de transition un peu pour les travailleurs qui sont sur place et d'autres qui partent. Aujourd'hui, il y en a qui sont, on leur demande de rester en télétravail. Dans notre réglementation, rien n'interdit de recourir au télétravail. Mais il y a des dispositions pratiques qu'on n'a pas déjà mises en place. Déjà, ce n'est pas tous les travailleurs qui peuvent aller en télétravail.
Ce n'est pas dans toutes les activités. Pour le travailleur, est-ce qu'il a une résidence, un domicile qui peut lui permettre d'effectuer le travail que vous lui demandez depuis son domicile? C'est un problème qui n'est pas encore réglé. Le travailleur qui vous communique son état de santé, comme quoi il est atteint de Covid-19, vous lui demandez de rester chez lui ou bien qu'il vous propose un travail depuis chez lui. Est-ce que, parce que oui, vous ne voulez pas qu'il contamine des gens qui sont dans l'entreprise, mais en même temps, il ne doit pas contaminer les membres de sa famille. Est-ce qu'il bénéficie d'un espace approprié pour pouvoir proposer ce genre de travail? C'est des questions qui ne sont pas totalement tranchées. Et au-delà, ça peut même avoir des relents purement économiques et financiers. Le travailleur qui reste chez lui, il allume la lampe, il a sa connexion Internet, il utilise son travail, il utilise son espace familial, son espace privé. On aurait pu se trouver dans une situation où l'entreprise va quand même gagner parce que durant cette journée ou bien durant cette période, l'entreprise ne va pas, les lampes du bureau seront éteintes, il n'y aura pas de climatisation, il n'y aura pas de connexion Internet, ainsi de suite, ainsi de suite. Le travailleur qui reste, malgré qu'il utilise son espace, est-ce qu'il y a une sorte d'indemnisation, une sorte de motivation ou bien une sorte de prise en charge partagée de certaines charges qui sont liées à l'exécution du contrat de travail? Ces questions ne sont pas tranchées. Alors, celui qui veut prendre une décision de télétravail ou de travail en présentiel en fonction de l'état de santé ou bien en fonction de la question de savoir si le travailleur est vacciné ou pas, on n'en sait rien. C'est pourquoi, quoi qu'il en soit, le droit du travail fonctionne de cette manière-là, en ce qu'il propose un droit négocié et un droit imposé. Le droit négocié, c'est ce qu'il y a dans votre contrat. L'État n'était pas là quand vous négociez votre contrat. Le ministre du Travail n'était pas là, l'inspecteur du travail n'était pas là. Quand vous négociez votre accord d'établissement ou votre convention collective, vous l'avez négocié entre le travailleur et l'employeur. Tout ça, c'est des instances, c'est des produits du dialogue. Alors, le dialogue doit se poursuivre dans l'entreprise. L'employeur, en prenant certaines décisions, s'il est convaincu que c'est en toute bonne foi que ces décisions-là sont prises, il doit être en mesure d'en discuter avec les travailleurs, de voir quelle est la formule la meilleure et de voir quelle est la meilleure articulation aussi qu'il faut trouver pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise sur la manière d'effectuer le travail. Et c'est cela qui va permettre au travail de comprendre que personne ne gagne à ce qu'il y ait une stigmatisation autour de la maladie. Parce que moi, si je chope le virus, si je peux vous contaminer et que j'essaie de vous cacher que j'ai chopé le virus, je vous expose en même temps. Tout à fait. Si vous me stigmatisez, je ne vais rien vous dire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune mesure barrière observée, il n'y aura aucune précaution prise dans ce cas, et nous sommes tous en danger. Il faut qu'on participe dans les entreprises à mettre en confiance les travailleurs, à avoir confiance aux travailleurs. Ça, il faut avoir confiance à la personne, à ne pas trop l'infantiliser de sorte de lui dire hey, faites ceci, ne faites pas cela, et ainsi de suite. Il faut l'impliquer dans les mécanismes de prise de décision pour lui faire comprendre que pour qu'on vienne à bout de cette pandémie, on a besoin de l'effort de tout le monde. On a besoin de la prise de conscience de l'employeur qui, bien qu'ayant investi dans son entreprise pour faire du profit, le travailleur aussi n'a aucun intérêt à ce que l'activité ne fonctionne pas. Parce qu'il va perdre son emploi, il va perdre ses revenus, il va perdre ses moyens de subsistance. Donc cette personne-là a intérêt à ce que les choses fonctionnent et il faut quand même appuyer le levier de la convergence des intérêts à ce niveau. La convergence entre l'intérêt de l'employeur qui veut que son activité fonctionne, l'intérêt du travailleur qui veut que ses moyens de subsistance soient sauvegardés et qu'ensemble, que chaque partie se dise qu'il gagne à ce que l'activité continue. Et que si les choses s'aggravent et qu'on doit retourner dans le confinement, le semi-confinement ou dans le couvre-feu, quand la situation va s'aggraver, ça va s'aggraver pour tout le monde. Pour tout le monde, et oui, une chaîne d'aggravation et tellement d'incertitudes et une chaîne de responsabilité surtout. Et de responsabilité. Une chaîne de responsabilité. On va revenir d'ailleurs sur les responsabilités pour qu'on puisse les replacer avec tous les points tellement focaux que vous avez nommés tout de suite. Docteur Dia,
J'aimerais revenir avec vous par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les Sénégalais, par exemple, qui se trouvent à l'étranger et qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer par rapport au pass sanitaire qui est demandé, par exemple, en France pour fréquenter les cafés, les restaurants, les pharmacies, etc. Comment est-ce que ça change la donne, justement, dans les relations entre pays? Parce qu'aujourd'hui, il suffisait juste du visa pour aller en France, ou alors d'autres pays qui avaient certains rapports où les citoyens de tel pays pouvaient aller si facilement dans d'autres pays. Maintenant, les choses ont changé. Comment est-ce que fondamentalement ça change la donne, déjà? Ça, c'est ma première question. Entre les pays, est-ce que vous pensez réellement que c'est vivable au long terme, cette histoire de passe sanitaire? Alors, moi, je trouve que c'est frustrant de voir des personnalités des pays africains aujourd'hui bloquées parce qu'ils ont pris le vaccin Sinopharm. Elles ne peuvent pas aller dans beaucoup de pays européens et même vers le continent américain parce que tout simplement, ces pays ne reconnaissent pas le vaccin Sinopharm. En disant, en fait, l'argument avancé, c'est que la Chine n'a pas soumis son vaccin, par exemple, à l'Agence européenne du médicament pour études. Sur cette base-là, alors on rejette toutes les personnes vaccinées. Et même dans ces personnes-là, il y a également des Français vaccinés en Afrique, avec Sinopharm, finalement, qui ont même abandonné d'aller en vacances. Parce qu'en ce moment, la France proposait, pour eux, de leur faire une troisième dose de Moderna ou en tout cas Pfizer pour pouvoir les accepter. Tout à l'heure en venant, j'ai vu une autre personnalité. Alors, juste au ministère, hein, comme ça dans les couloirs, et qui disait que maintenant, du seul de voyager, on ne peut même pas voyager. Bon, elle ne savait pas qu'il y avait le pass, quoi. On lui dit qu'il y a le pass. Mais je trouve que c'est dommage, quoi. Elle a de hautes responsabilités. Elle doit voyager. Mais tu vois que elle est frustrée, quoi. Elle est frustrée. Et je pense que ça, c'est très complexe parce que il y a une guerre qui ne dit pas son nom, cette affaire-là. Qui va plus loin que la santé. Sanitaire. Exactement. Voilà. Donc cette guerre économique, cette guerre de positionnement, où effectivement des grands pays poussent leur vaccin en obligeant les Européens à l'accepter au finish. Parce que plus on vaccine avec Sinopharm, mais plus il y aura une cassure entre l'Afrique et l'Europe. Et avec des conséquences sur l'aviation, parce qu'il y aura moins d'Africains qui vont prendre les compagnies européennes. Donc ça, je trouve que c'est frustrant. Mais je pense aussi qu'il faut quand même allier les deux. Il faut allier l'économie et la santé. On ne peut pas dire qu'on fait de la santé et tuer l'économie. Ça ne marchera pas comme ça. Et je pense que cette question de passe sanitaire, pour moi, c'est une question pertinente mais qu'il faut bien en analyser. Il a bien dit, nous, on nous pousse à parler le mot passe, hein, mais il n'y a pas de passe au Sénégal. Parce que le passe, c'est une décision politique, c'est un laissez-passer donné par l'autorité. Donc on n'a pas, nous, comme il a si bien dit, ce droit d'exiger, même si on le fait, bizarrement, on le fait avec la température pourtant. Quand vous venez, vous avez 40 degrés, on vous rejette. Pourtant, là, je ne sais pas, peut-être qu'il va y revenir, on ne dit rien. Mais quand c'est la vaccination, effectivement, c'est un problème, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de prouver la vaccination. Alors, il y a des Sénégalais qui sont en Europe. Hein. Ce matin, il y a quelqu'un qui est en Italie qui m'a appelé. Hier, c'était des gens qui sont en France, qui sont partis avec le carton de vaccination avant que l'Europe n'ait pris la décision d'exiger le certificat. Alors, aujourd'hui, on a imposé, en Europe, ils parlent de Green Pass ou de pass sanitaire, et certains ne peuvent même plus travailler, parce qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont vaccinés, parce que le carton n'est pas suffisant. Donc finalement, ce qu'ils font, s'ils ont l'information qu'on donne ça, ils appellent, nous on essaie de gérer rapidement pour pouvoir leur envoyer ça. Et Dieu merci, pour l'instant, ils circulent à Paris même avec le pass sénégalais. Pour d'autres, on leur demande de prendre le pass sénégalais pour aller maintenant chercher le pass sanitaire. C'est frustrant et je pense qu'il faut que l'Union africaine trouve une solution. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que nous avons reçu en premier des vaccins chinois. Et ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est beaucoup de pays. Et également, il faut constater que ce sont des autorités qui ont pris ça.
Aujourd'hui, nos artistes ne peuvent pas voyager, nos ministres ne peuvent pas voyager. Et ça, c'est un problème. Et puis ça pose d'autres problèmes de fraude. D'autres problèmes de fraude qu'il faut gérer. Donc je pense qu'il faut que, en tout cas, l'Union africaine, la CEDEAO, puisse en tout cas réfléchir sur une solution. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi, parce qu'on va aller en France, prendre une autre dose. Ça ne se justifie pas, quoi. Donc, je pense que c'est quand même, le pass, c'est intéressant et ça permettra même peut-être si on avance. Parce qu'au Sénégal, même si on veut le mettre en place, ce n'est pas encore possible. Parce qu'on a 1 million de vaccinés. Il faut qu'on ait suffisamment de doses pour atteindre au moins 4, 5, 6 millions de personnes vaccinées pour qu'on puisse penser l'exiger. Aujourd'hui, les navettanes veulent l'utiliser, mais moi je dis, c'est bien, mais ce n'est pas possible. Parce que 1 million de Sénégalais vaccinés, si vous dites que si personne ne propose, en tout cas au stade, ce qu'il le passe, vous n'allez voir personne. Ceux qui sont vaccinés, peut-être qu'ils ne sont pas des amateurs de la lutte. Tout à fait. Du foot, quoi. Voilà un peu. Mais quand même, je suis sûr qu'on ira vers ça. Nous, on travaille sur un décret. Mais ce n'est pas le décret sur le pass. Parce que la CDP nous a demandé, pour le QR code que nous utilisons, qui peut être flashé par téléphone, de prendre un texte pour couvrir tout ça. Parce qu'aujourd'hui, M. Fall peut mettre ici son QR code imprimé, mais moi je peux venir tout de suite et flasher ça et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. À ce moment-là, il porte plainte à qui? C'est pourquoi la CDP, il faut qu'on couvre ça. Donc nous travaillons nous sur un décret carnet de vaccination électronique. Voilà, ça, on se limitera à ça. Si maintenant, dans ce processus, le SGG estime qu'il faut mettre d'autres dispositions, là aussi, je pense, le moment venu, les gens vont discuter. Mais nous, pour l'instant, c'est juste pour couvrir la question des données personnelles. Collecter des données. Exactement. Voilà. Que nous sommes en train de prendre ce décret pour pouvoir couvrir l'activité. En tout cas, des décisions politiques, comme vous le dites, qui affectent la santé, qui affectent énormément de domaines, d'ailleurs tous les domaines. Monsieur Fall, je ne sais pas si vous voulez réagir justement par rapport à la température. C'est pourquoi moi j'ai bien aimé l'approche définitionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que nous sachions qu'est-ce qu'on considère comme étant le pass sanitaire. Et je pense qu'il a clairement dit, j'ai eu l'occasion de le dire dernièrement dans une autre émission, j'ai dit, écoutez, on est en train de parler d'un débat qui n'existe pas au Sénégal. Il n'y a pas de pass sanitaire. On vous exige de porter des masques, par exemple, de la température. Est-ce que, sur le plan de la définition, c'est ce qu'on entend par pass sanitaire? Je pense que, comme c'est une décision politique, si on devait aller vers une loi, on allait préciser exactement, dans le pass sanitaire sénégalais, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que ça, c'est un champ définitionnel qui appartient à la loi. Et les experts qui seront chargés de rédiger ces textes-là, quand cela se fera, nous dirons également qu'est-ce qu'il faut entendre par pass sanitaire. Moi, j'aimerais un peu abonder dans le même sens et dire qu'au-delà de la question de la santé, il y a les grandes industries pharmaceutiques, il y a des enjeux géopolitiques, il y a des positionnements sur le plan économique. Aujourd'hui, en Afrique, au Sénégal par exemple, et dans bien d'autres pays, il n'y a pas de vaccin sénégalais. Donc les États qui ont pu investir dans la recherche, développer des vaccins, voudront un peu vendre ce qu'ils ont déjà produit. Donc c'est des enjeux qui sont assez vieux comme le monde. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une situation où il est impensable qu'on accueille les premiers vaccins Sinopharm et qu'on se dise qu'on va attendre d'autres vaccins. Je suis sûr que si le président de la République, les membres du gouvernement, les gens qui sont autour de l'appareil d'État, s'ils ne s'étaient pas fait vacciner, on aurait encore beaucoup de difficultés à convaincre les Sénégalais à aller vers les centres de vaccination. Donc il est hors de question qu'on amène des vaccins et qu'on en attende d'autres. On est en train de lancer un message comme quoi il y a d'autres vaccins plus sûrs qu'on garde pour d'autres personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien de convaincre les gens pour dire qu'on n'est pas encore à l'heure du pass sanitaire, pour moi, en tout cas, à mon avis, parce qu'on est en train de convaincre les gens d'aller vers les centres se faire vacciner. On n'a pas encore 5 millions de vaccins, par exemple. On n'a pas encore 5 millions de doses. Il y a
pour Sinopharm 2 doses, pour AstraZeneca 2 doses. Actuellement, il y a des gens qui ont pris le vaccin AstraZeneca. Qui sont toujours en attente. En attente de la deuxième dose. Et oui. Alors, on est en train de dire que oui, alors, mais il va falloir qu'on continue à prendre les vaccinations et qu'on en cherche d'autres. Que ce soit Sinopharm et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un organisme qui se charge de ça, l'OMS, et qui peut permettre d'indiquer aux gens quel est le vaccin qu'il faut prendre et qu'il ne faut pas prendre. Et dans les activités de tous les jours, il a cité le mouvement Naïta, ils ont essayé. Moi-même, qui vous parle, je suis président d'ASC. On nous a conviés à des tirages, mais on nous a dit qu'en tant que président, vous êtes invité, mais il faut que vous montrez une carte pour accéder à la salle. C'est quelque part pas sanitaire, mais à un niveau peut-être inférieur, c'est pas au niveau étatique. Quand ils l'ont dit, ça m'a fait rire. C'est à peu près ce qu'on reproche aux entreprises, mais tu comprends qu'il y a une logique de communication qui est utilisée par l'ONCAV pour aussi amener. Est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de copier-coller? On entend la France dire passe sanitaire, nous aussi on se met à dire passe sanitaire. C'est qu'il y a un mimétisme, ça c'est vrai. Oui. Mais on ne peut pas reprocher aux gens aussi de trouver des moyens de continuer leurs activités. Oui. Prenez l'exemple des championnats européens de football. C'est-à-dire, la pandémie, c'est tellement sérieux qu'on n'aurait pu jamais imaginer que les stades seraient aussi vides. Ça, personne ne l'avait imaginé. Regardez, il leur faut trouver des solutions, des justifications pour continuer leurs activités. Aujourd'hui, les stades sont en train de se remplir encore. Les clubs de foot, c'est des enjeux de centaines de millions d'euros. Donc c'est sérieux. On ne peut pas reprocher ici, au niveau du Sénégal aussi, que les gens puissent continuer, que ce soit la lutte, le sport, les championnats, les navétanes. Ils vous inventeront n'importe quel mécanisme pour pouvoir dérouler leur activité correctement. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais après, j'ai dit, il faut qu'on en cherche davantage. Aujourd'hui, si on dit que oui, on va commencer les navétanes, on va ouvrir la saison de lutte, on va commencer le championnat, on va commencer les grands rassemblements, mais il faudrait que les gens se vaccinent avant. Soit les gens ne vont pas au stade, parce qu'il y en a certains qui sont résistants par rapport au vaccin, ils n'iront pas. Et même si tout le monde va aller au stade et décide maintenant d'aller se faire vacciner, ils ne verront pas sur le marché suffisamment de doses pour procéder à toutes les vaccinations. C'est pourquoi je pense que quand on parle de passe sanitaire, il va falloir qu'on soit très rigoureux dans l'analyse. Prendre en compte notre contexte, notre situation économique, la sociologie, un peu comprendre comment la population réfléchit. Parce que si on est trop dans l'obligation, dans le fait de contraindre les gens à faire quelque chose, le Sénégalais, il a une manière assez particulière de résister à la contrainte. Donc il faut vraiment être dans la pédagogie, il faut être dans l'explication, il faut être dans la persuasion pour l'amener à comprendre qu'aujourd'hui, en 2020, il n'y avait que les gestes barrières. Mais en 2021, il y a les gestes barrières. Il y a AstraZeneca, il y a Sinopharm, il y a Johnson & Johnson. Donc, comme on ne sait pas quand est-ce que cela va se terminer, il faut qu'on concentre à chercher les solutions partout. Vaccins, gestes barrières. Parce que je ne voudrais pas également qu'on fasse comprendre aux populations qu'après avoir reçu les 2 doses de vaccin, vous pouvez continuer à vivre comme vous voulez. Vous pouvez ne plus porter de masque, vous pouvez ne plus observer une distance, vous pouvez ne plus éviter à aller dans les rassemblements. Il faut expliquer les gens que malgré la vaccination, il faut qu'on continue à observer les gestes barrières. Tout à fait. Je pense que c'est le message qu'il faut lancer et qu'il ne faut pas que dans les actes de tous les jours, que les gouvernants fassent comprendre aux populations. Oui, il faut aller se faire vacciner pour sortir librement. Non. Le vaccin est une solution. Les gestes barrières aussi en sont voilà. C'est clair. Bon, on en arrive déjà à la fin de l'émission et j'aimerais vous poser la même question tous les deux pour terminer, avoir vos mots de la fin. On a l'impression justement qu'il se déroule actuellement dans le monde cette opposition, cette dichotomie entre les vaccinés et les non-vaccinés.
C'est un peu ce qu'on observe au sein des entreprises, comme on l'a vu. On peut l'observer aussi ailleurs, dans les pays, entre individus, etc. Et ça reste des décisions très personnelles, sanitaires très personnelles, mais qui sont un peu recouvertes avec des décisions politiques, parce que si les politiques décident d'imposer la vaccination, ça influe sur les décisions personnelles, etc. Comment est-ce qu'on évite, selon vous, docteur Dia, cette opposition-là entre les vaccinés et les non-vaccinés qui peut aller très loin à long terme? Alors, cette question-là, je pense que c'est une très bonne question, mais qui va au-delà de la santé. Nous, ce que nous recommandons, c'est d'inciter la population à se faire vacciner. Et surtout les travailleurs. Parce qu'avec Delta, on n'a pas les statistiques malheureusement, mais on a constaté que les gens qui travaillent dans des endroits fermés avec climatisation ont eu beaucoup de problèmes avec Delta. D'ailleurs, même nous, quand on fait des réunions, on demande, même si à la clim, d'ouvrir les fenêtres. Donc pour dire aussi que le travailleur a intérêt à comprendre cette situation-là, que les endroits fermés avec clim favorisent une transmission plus rapide. Et je pense qu'il faut aussi qu'ils sentent qu'il y a un besoin, en tout cas, de trouver une solution pour aérer, mais également pour se faire vacciner. Je pense aussi que, on l'a vu, hein, la vaccination n'empêche pas la maladie. Les gens vaccinés ont contracté la maladie. Il y a certains même qui ont souffert de ça. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Mais c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Mais il ne faut pas que les gens pensent qu'une fois vacciné, c'est fini, moi je suis protégé. Non. Vous pouvez être vacciné et avoir le virus. Maintenant, ce qui est constaté, c'est que vous ne transmettez pas trop. Celui qui n'est pas vacciné transmet beaucoup plus rapidement que vous. Voilà. Et vous pouvez également tomber malade par rapport à ça. Donc ça peut dire qu'il faut encore qu'on garde les distances, il faut encore qu'on réduise les déplacements, il faut encore qu'on respecte les mesures barrières. Et je pense aussi, ce que je voudrais dire, c'est que le pass, entre guillemets, en tout cas le certificat de vaccination, a une durée de validité. C'est très important aussi de le préciser. Parce qu'aujourd'hui, si on délivre à quelqu'un un certificat de vaccination parce qu'il a fini, il a pris Sinopharm 2 doses, si les scientifiques et l'OMS décrètent que ces 2 doses ont une validité en termes d'immunité de 6 mois, ça veut dire que votre certificat dure 6 mois. Parce que nous, on se colle à la durée de la protection du vaccin. Voilà, donc ce n'est pas un certificat déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de la validité de la vaccination. Donc je voudrais aussi, en tout cas, encourager la population à se faire vacciner. Le gouvernement travaille à avoir des doses. Au mois d'août, on attend beaucoup de doses. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on a même de l'argent pour acheter, parce qu'on a quand même un budget important, parce que nous voulons aller à 55% de personnes vaccinées au Sénégal. Et là aussi, les autres sont disponibles. Maintenant, comme vous savez, c'est une compétition pour pouvoir avoir les vaccins. C'est là aussi il faut féliciter le gouvernement. Parce que si vous n'êtes pas de l'intérieur, vous ne pouvez pas voir les efforts fous que les gens font. Aujourd'hui, le pass sanitaire qu'on donne, et c'est une révolution. Allez dans les pays africains, ils n'ont pas cette technologie-là. Donc aujourd'hui, ils sont à l'état papier et ils auront des problèmes parce qu'au niveau mondial, c'est fermé. Il faut la technologie QR code pour pouvoir voyager. Donc c'est là où il faut féliciter le gouvernement du Sénégal pour avoir très tôt mis en place une plateforme de gestion de la vaccination qui aujourd'hui permet de délivrer ce QR code-là. Donc remercier aussi tous nos collaborateurs parce qu'aujourd'hui, si on délivre le certificat de vaccination, c'est parce que nous avons des médecins de région, des médecins de district qui travaillent sur cette question-là, qui mettent les données. Nous avons aussi une équipe au niveau central, la cellule informatique et nous-mêmes et d'autres qui travaillent dur sur ça pour qu'aujourd'hui les Sénégalais qui voyagent puissent voyager dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, quand vous êtes le ministère, voilà, les gens viennent comme ça, même si on ne souhaite pas. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent envoyer par mail. Parce que je dois aussi préciser qu'il y a une adresse mail qui existe. C'est evaccin@santé.gouv.sn qui existe et vers laquelle vous pouvez envoyer votre demande de vaccination en mettant le carte de vaccination et une pièce d'identité. Sur cette base-là, nous, on a 4 jours à 5 jours pour pouvoir vous répondre. Donc voilà un peu ce que je veux dire en conclusion. Parfait. Je vous remercie aussi pour votre invitation. Merci, docteur Dia. Monsieur Fall, vos mots de la fin aussi et peut-être un mot sur comment éviter cette opposition entre vaccinés et non vaccinés.
Je pense que c'est une opposition qui n'a pas sa raison d'être parce que l'objectif, c'est de pousser ceux qui ne sont pas vaccinés à aller vers la vaccination. Donc il ne faut pas qu'il y ait une catégorisation à ce niveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est dans un pays avec des moyens très limités. Alors, quand l'État fait les efforts nécessaires pour se procurer des vaccins, je pense que les populations doivent quand même comprendre que c'est pas quand même pour rien qu'on a mobilisé autant de moyens pour en avoir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il faut qu'on y aille en masse. Il faut quand même qu'on montre à l'État, qu'on oblige même l'État à en chercher. Aujourd'hui, si demain on parvient à vider toutes les doses qui sont disponibles au niveau des hôpitaux, l'État du Sénégal sera obligé d'en chercher encore. Ça, c'est la troisième chose. Maintenant, moi, je pense que par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, par rapport à comment il faut parler aux populations, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, vous savez, le vaccin ne tue pas. La Covid tue. C'est aussi simple que ça. Certains qui manifestent certaines méfiances par rapport au vaccin, je dis, ça dit, il faut pas penser qu'il y a des gens qui sont là derrière, qui complotent contre d'autres gens pour... Non, ça, je pense que c'est digne d'un roman d'adolescent. Il faut dire aux populations que personne n'a envie de vous tuer. Ça, c'est la première chose. Et que jusque-là, la seule chose qui tue, c'est le virus. Et si on continue dans les profondeurs, on dira aussi, si vous allez dans les hôpitaux, vous avez mal quelque part, on vous perfuse, mais vous ne savez pas d'où est-ce que ça vient. Vous allez dans la pharmacie là, vous achetez un médicament. Qui a fait le médicament? Vous ne savez pas exactement d'où ça vient. C'est pourquoi je pense qu'il faut quand même avoir une approche plus optimiste, mais toujours ne pas être dans la contrainte et dans la menace. Parce que c'est ça qui fait que les gens vont développer des réflexes de résistance. Il faut aller dans la persuasion, il faut aller dans la communication, il faut inciter les gens à le faire. Et il faut trouver suffisamment de doses de vaccins et nous tous, nous allons y passer. Très bien. Merci en tout cas à tous les deux, M. Fall, Dr Diab, pour cette émission riche en informations et en clarifications. Chers téléspectateurs, merci à vous. Vous avez suivi votre émission Idée. Cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophie Abba et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.